code minier et contenu local, quelle attractivité pour le secteur minier et énergétique au Mali. Et à l'entame, vous me permettrez de donner justement la parole à M. Alexis, président de la délégation burkinabé, pour nous parler de leur état de satisfaction en participant à ces Golden Days. Les attentes des populations ou du peuple malien, c'est les mêmes attentes que chez nos peuples du Burkina Faso. Et c'est pour tout simplement vous dire que les solutions, recommandations qui seront issues donc, de ce forum, nous allons tout simplement les implémenter chez nous au Burkina Faso parce que nous allons les considérer effectivement comme étant les nôtres. Nous vivons les mêmes réalités. À présent, nous allons essayer de situer le contexte juridique et réglementaire avec notre avocat, maître Mamadou Koulibaly. Je le rappelle, il est avocat associé au cabinet Satis Partner. Avec lui, nous allons voir l'évolution des codes miniers, mais aussi l'encadrement du secteur, voilà, tel que prévu par le nouveau code minier. Quelles sont les grandes avancées juridiques et réglementaires? Maître Koulibaly. Les codes miniers sont normaux et ils évoluent avec l'évolution justement du secteur, avec l'évolution de l'économie, avec l'évolution des pratiques, avec l'évolution également de la connaissance des acteurs du secteur. Donc on ne peut pas comparer l'administration minière des années 60 avec celle d'aujourd'hui. Donc il était normal que le code minier aussi s'adapte à cette évolution-là. Donc le code minier de 2023 intervient après le code minier de 2019 qui, en son sein, avait déjà quelques dispositions qui évoquaient la volonté de l'État d'augmenter le contenu local, en tout cas que les sociétés minières prennent plus en compte le contenu local. Avec cette réforme de 2023, on a eu une loi spéciale spécifique adaptée au contenu local et un code minier qui a été remanié. Très rapidement, c'est un code minier qui se veut très ambitieux, comme M. Kébé l'a dit tout à l'heure. Il y a de très nombreuses réformes, donc ce sera difficile de revenir vraiment de manière exhaustive sur toutes les modifications qui ont eu lieu dans ce code. Mais je parlerai plutôt de ce qui est vraiment significatif. L'une des lignes directrices de ce code, c'était justement la volonté de l'État de se réapproprier ses ressources. C'est vraiment dans l'air du temps et ce n'est pas que malien d'ailleurs, ça correspond à une tendance sous-régionale. Je pense que nos amis du Burkina pourront le confirmer. Et l'une des mesures vraiment fortes du code minier, c'est l'augmentation de la participation de l'État dans le capital des sociétés minières. On est passé d'une participation de 20% à aujourd'hui environ 35%. Bon, il y a des modalités, c'est un peu technique, on n'a pas spécialement besoin de revenir dessus ici. Autre chose, on a également l'abandon de toutes les exonérations en phase d'exploitation. Ça également, ça participe d'une volonté de réappropriation des ressources, mais également d'une certaine maturité du secteur. Parce que pendant longtemps, on a voulu attirer les investisseurs dans nos pays en leur déroulant justement un tapis rouge et en leur disant, bon, si vous venez faire des activités minières chez nous, vous allez avoir droit à toute une batterie d'exonération. Maintenant, avec, on va dire, la maturité du secteur, mais également parce que le cours des différentes matières premières est très élevé en ce moment, du fait des différents conflits armés qui existent et tout, la tendance, même au niveau de l'UEMOA, est à la baisse de toutes ces exonérations. Donc, en phase d'exploitation, maintenant, on a réduit, mais vraiment, toutes les exonérations. À titre, une exonération phare, par exemple, qui saute, c'est l'exonération sur l'importation des hydrocarbures. Donc, de nombreuses sociétés minières lorsqu'elles étaient en phase d'exploitation, avaient cette exonération-là. Autre mesure phare majeure, en tout cas, c'est la création de 2 nouveaux fonds miniers. On a au total 5 fonds miniers. Il s'agit de prélever là encore auprès de l'industrie minière
une grande partie des ressources qui vont aider au fonctionnement local. Donc on a la création, le fonds de développement local existait en fait déjà depuis un moment, mais sa structuration, son organisation n'était pas précisée dans l'ancien code. Maintenant, dans le nouveau code, c'est précisé et je pense que l'État compte bien le faire fonctionner. On a également d'autres fonds, qui ont été créés afin de permettre à l'État d'investir plus dans le secteur, afin de permettre à ces fonds-là d'être redistribués d'une manière un peu plus égale sur l'ensemble du territoire. Ce sont pour moi les points les plus importants, les plus saillants, mais il y en a plein d'autres, hein, sincèrement. Le code est très ambitieux sur ces points-là. À présent, le PDG de Sali Service Mali, il est le président de l'association des commerçants et prestataires miniers au Mali, M. Aliou Traoré, pour nous parler aussi à leur tour des avantages qu'ils trouvent dans ce nouveau code, mais aussi et surtout comment eux-mêmes ils comptent organiser la veille, hein, comment eux-mêmes ils comptent organiser le contrôle sur l'exécution, l'application de ce nouveau code. Je ne vais pas rentrer trop dans le code minier, mais je vais beaucoup parler un peu plus sur le contenu local. Bon, le contenu local, c'est en définition simple, très clair. L'objectif du contenu local, c'est de faire en sorte que les sociétés locales maliennes puissent capter entre 60 à 80% du chiffre d'affaires des mines sur la chaîne de valeur de l'industrie minière. En fait, c'est ça le contenu local. C'est-à-dire, on souhaiterait que les mines donnent du travail aux sociétés locales et recrutent du personnel local, jusqu'à hauteur de 80%, voire même 100% à long terme. Donc voilà techniquement ce que le contenu local souhaite faire. Bon, maintenant, au-delà de ça, les avantages du contenu local et puis comment on veut contrôler ce contenu local. Moi, je pense que pour mieux contrôler ce contenu local, il faut un outil d'évaluation. Parce que le contenu local, la loi en tant que telle, a donné des pourcentages et a bien détaillé des pourcentages par activité minière. Donc, pour bien mesurer ce pourcentage-là, il faut obligatoirement mettre un outil de contrôle et d'évaluation sur place qui sera d'ailleurs même géré par une entité que le gouvernement va mettre en place suite à l'application du décret. Suite à l'approbation du décret, c'est le cadre de concertation. C'est le cadre de concertation et le secrétariat permanent. C'est des deux entités. Le cadre de concertation va relever de la présidence. Maintenant, le secrétariat permanent, ça, c'est l'entité opérationnelle qui va vraiment piloter le contrôle de l'outil. Voilà, donc cet outil, en principe, c'est le gouvernement qui est en charge de mettre en place. Mais l'ACPM également aussi sera intégré dans la recherche de solutions par rapport à cette plateforme pour mettre en place, pour mieux contrôler et mieux évaluer le contenu local. Monsieur Djibril Diallo est de la société civile, président de Mali Dugukolo Nafa. Il est universitaire également, chercheur et ingénieur. Avec lui, nous allons voir le rôle que peut jouer la société civile. Et qu'est-ce que eux, en tant que société civile, alors ils attendent de tous les acteurs, y compris l'État lui-même, y compris les sociétés minières, c'est-à-dire les sociétés qui font la production industrielle, y compris les orpailleurs, y compris les commerçants et puis les prestataires du secteur. La société civile a un grand rôle à jouer en ce qui concerne les codes miniers, le contenu local, le suivi de ces textes et applications. Je peux vous dire que nous, je suis de l'association APVRM, qui veut dire Association pour la promotion et la valorisation des ressources minérales du Mali, Mali Dugukolo Nafa. Nous avons été initiateurs et acteurs du changement du code minier. Grâce à nos interventions avec Fermali, nous avons critiqué
nous avons fait des observations que le code minier qui était avant ne correspondait pas aux intérêts des Maliens. Je pense que les autorités nous ont écoutés et vraiment nous les remercions d'avoir tenu compte de nos aspirations. Compte tenu de ça, on a fait des propositions. Donc l'État a décidé de faire la relecture du code minier. Plus que ça, nous avons demandé aussi l'audit minier, parce qu'on a dit que depuis l'indépendance à nos jours, le Mali n'a pas fait l'audit minier de ses propres fonds, de l'État. Ça n'a pas été fait. Bon, certains nous disent que ça a été fait, mais nous, on n'a pas vu les résultats. Donc les autorités de la transition, pour une première fois, le Mali a déboursé de l'argent du budget national pour pouvoir faire l'audit minier, afin de savoir qu'est-ce que l'État gagne avec ces sociétés et ces multinationales. À côté de ça, nous avons lutté pour qu'il y ait le contenu local. Parce que pour que l'or puisse briller pour le Mali, il faut que nos entreprises locales puissent briller aussi. Tant que ces entreprises locales ne brillent pas, je ne pense pas que l'or va briller pour les Maliens. Donc je profite de l'occasion pour saluer Maïmouna Traoré, qui est l'une des femmes leaders du secteur de l'entrepreneuriat, qui quand même a prouvé ses compétences. C'est pour dire que le contenu local est l'une des bases fondamentales pour que nos ressources minières et minérales puissent briller pour nous. Monsieur Dissa, je vais vous donner un petit exemple. Comme je suis enseignant-chercheur, vous l'avez dit, j'enseigne les Master 1 et 2 dans 2 universités. Si une société a un chiffre d'affaires de 100 milliards, une société d'exploitation minière, la société dépense 70% dans les dépenses qu'on appelle le coût de production. Les 30 milliards qui restent, c'est ça le bénéfice, et c'est sur ces 30 milliards que nos dividendes sont calculés. Et vous allez trouver que les 70 milliards qui rentrent dans les dépenses, c'est là où on parle de contenu local. Sur ces 70 milliards, même si nos entreprises locales arrivent à capter la moitié de ce montant qui revient à 35 milliards, je pense que c'est 10 fois, plus de 10 fois les dividendes dont nous réclamons. Mais convenez avec moi quand même que les dividendes aussi nous donnent un poids au niveau du conseil d'administration. Donc c'est pour vous dire l'importance du contenu local dans le secteur de l'exploitation minière. Bon, maintenant, nous, en tant que société civile, il faut que nous dénonçons des choses qui ne vont pas en faveur des avantages, des choses qui ne vont pas en faveur des Maliens et de l'État malien. Donc on a un rôle de critiquer, de dénoncer, mais dans la règle de l'art, tout en proposant des solutions alternatives, afin que les ressources minérales et minières puissent être un tremplin de développement pour le Mali. Donc maintenant, la société civile, je peux dire, a un grand poids à ce que les ressources minières puissent être profitables pour l'État. Je vous donne l'exemple du Sénégal, qui a une société civile très forte, qui arrive quand même à tordre la main à l'État pour que les communautés locales, là où on exploite ces ressources minières, puissent profiter des retombées de ces ressources minérales. Vous convenez avec moi qu'il y a certaines zones où on exploite de l'or. Il y a certains de ces villages qui n'ont même pas d'eau potable. Je ne dis pas que c'est toutes les mines, hein, mais il y a quelques mines vraiment qui ne répondent pas au RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est-à-dire le fait que les communautés locales aussi puissent profiter des avantages de l'exploitation minière. Moi, je pense que la société civile a un rôle à jouer dans ce paramètre-là. La protection de l'environnement aussi, la société civile a un grand rôle à jouer parce qu'on a remarqué que l'orpaillage clandestin, l'exploitation clandestine peut détruire notre environnement, polluer l'environnement et ça a des conséquences très graves. Voilà en quelques mots ce que je peux ajouter par rapport à l'avantage de l'implication de la société civile afin que les ressources minières puissent profiter aux Maliens et au Mali et à l'État malien. À présent, M. Issa Tiendre Beogo de la délégation du Burkina Faso pour nous parler de comment le Burkina Faso fait justement avec cette notion de contenu local et quel est justement l'état de la coopération entre nos deux pays sur ce plan-là.
ce que j'ai à préciser est qu'en 2015, le Burkina Faso a adopté son 3e code minier et à travers quelques articles, il avait déjà inscrit des éléments du contenu local. C'est article 101 et article 103. Maintenant, au regard des insuffisances de ce code minier, le Burkina Faso également a pris des dispositions de relecture de ce code minier. Maintenant, pour ce qui concerne les éléments du contenu local, le secteur des mines et le secteur de l'énergie, c'est 2 secteurs stratégiques qui contribuent fortement à l'économie. Maintenant, l'impact de ces 2 secteurs sur la population n'était pas perceptible. C'est dans ce cadre que le Burkina Faso a entrepris l'élaboration d'une stratégie nationale du contenu local sur la période 2021-2025. Et cette stratégie a été adoptée à travers un arrêté interministériel le 26 juillet 2021. Donc, nous pouvons dire que notre stratégie est à sa première année de mise en œuvre. Parce qu'on a commencé ça a été adopté en 2021, on a commencé la mise en œuvre en 2022-2023. Maintenant, pour ce qui concerne les éléments de cette stratégie a mis en exergue 3 axes. Premier axe, c'est la transformation et la valorisation des produits miniers. Deuxième axe, c'est le développement du capital humain. Et troisième axe, c'est la fourniture des biens et services aux entreprises minières. Maintenant, en 2023, on a essayé de faire une petite évaluation de la mise en œuvre de cette stratégie. Et nous nous sommes rendus compte que sur un montant de 497 milliards de francs CFA, nos entreprises locales ont pu capter 190 milliards, soit un taux de 40%. Voilà. Maintenant, ce qui est important de préciser est que, en plus de cette stratégie, le Burkina Faso a élaboré un certain nombre de textes pour pouvoir obliger les sociétés minières à octroyer un certain nombre les marchés aux entreprises locales. Il y a un décret sur la fourniture locale, il y a aussi un arrêté interministériel sur la liste minière. Et cette liste minière liste tous les biens et services que les sociétés minières ont besoin depuis la construction de la mine jusqu'à l'exploitation. Et à ce niveau, l'arrêté aussi a précisé un certain nombre de quotas allant de 10 à 100% des biens. Voilà. Donc, c'est à travers la réglementation aussi que le Burkina Faso a pu, en tout cas, mettre en œuvre sa stratégie nationale du contenu local. Mais maintenant, ce qui est aussi important à préciser est qu'il y a un certain nombre de défis à relever pour pouvoir permettre à nos sociétés, à nos entreprises nationales de pouvoir capter. Il y a un certain nombre de défis. Nous, on a constaté que non, la plupart de nos entreprises burkinabées, c'est bien vrai qu'ils sont compétents, mais en termes de ressources financières, c'est limité. Et aussi, il faut reconnaître qu'au niveau des sociétés minières, ils ont des exigences. Ils ont des exigences qualité, coût, délai. Donc, c'est un certain nombre de défis qu'il fallait relever pour permettre en tout cas aux nos entreprises locales de pouvoir capter. Mais maintenant, qu'est-ce que le Burkina Faso a fait? D'abord, le Burkina Faso a essayé de mettre en place un fonds qu'on appelle un fonds pour le développement du contenu local. Et ce fonds allait permettre d'accompagner en tout cas les entreprises locales pour qu'ils puissent en tout cas accéder au marché. Maintenant, l'autre aspect aussi, au regard des exigences des sociétés minières, des délais, ils ont essayé aussi de mettre en place ce qu'on appelle des entrepôts sous douane. Ça veut dire que pour permettre à nos entreprises locales de pouvoir stocker les produits dont les entreprises minières ont besoin et dès qu'il y a une commande, qu'ils puissent rapidement exécuter. Voilà. Maintenant, donc c'est ce qu'on vient de dire. Le contenu local, c'est vraiment une politique
pour encourager les entreprises locales à vraiment à accéder au marché au niveau des sociétés minières. C'est pas facile. Mais c'est comme on dit, les entreprises locales aussi doivent travailler. Voilà, ils doivent élever leur niveau pour être encore plus compétitifs pour pouvoir accéder. Parce que la société minière, ils travaillent 24 heures sur 24. Et bon, vous voyez. Maintenant, en plus de la réglementation que le Burkina Faso a fait, il fallait aussi mettre en place un certain nombre de mécanismes. Parce que c'est contraignant. Mais maintenant, ces mécanismes, c'est quoi? C'est des autorisations et des dérogations que le Burkina Faso aussi a accordées aux entreprises minières. Parce qu'une fois de plus, si on les autorise, si on les oblige à octroyer les marchés aux entreprises nationales et qu'ils ne sont pas compétitifs et qu'ils ne peuvent pas répondre aux exigences, il fallait trouver des mécanismes pour permettre aux sociétés minières aussi de s'ouvrir sur le plan international pour pouvoir s'approvisionner. C'est à travers les autorisations, les dérogations qu'on a trouvé ce mécanisme aussi pour ne pas contraindre, pour ne pas impacter en tout cas sur l'activité minière. Donc, c'est ce que j'avais à dire concernant le contenu local. Et je crois qu'à travers les échanges que nous allons mener tout de suite, on pourra encore approfondir certains aspects. Mesdames, Messieurs, notre dernier panéliste est M. Cheikh Amadou Tidjanba. Il est directeur général administration et conformité des Resolute. Avec lui, nous allons voir un grand paradoxe. Parce que quand on a entendu parler de ce contenu local, nous avons tout de suite pensé que c'est une campagne contre les sociétés qui font de l'exploitation industrielle. Pourtant, ces grandes mines industrielles ne regardent pas forcément d'un mauvais œil ce contenu local tel qu'il est brossé dans nos codes. Mais il s'agit aussi de voir avec lui, en un premier temps surtout, qu'est-ce que ça leur pose comme défi et comme difficulté, mais aussi, il s'agira pour lui, en dernier lieu, de nous expliquer ces grands paradoxes. Est-ce que ce contenu local, en définitive, est bien accueilli et pourquoi par les sociétés minières qui font de l'exploitation industrielle? Les sociétés minières ne voient pas d'un mauvais œil le contenu local, tout au contraire. Les sociétés minières ont créé des champions dans cette industrie-là au Mali. Je me souviens quand je commençais à travailler à Randgold à l'époque, SFTP était une société qui n'existait pas. Elle a existé grâce à Randgold qui l'a financé, qui l'a accompagné jusqu'à aujourd'hui. C'est devenu Corica et c'est devenu une référence africaine. Donc c'est pour vous dire que les sociétés minières ne voient pas d'un mauvais œil le fait de créer des champions maliens ou burkinabés ou africains. C'est même ce qui est souhaité parce que nous sommes dans la création de valeur et surtout que ça nous permet, nous, sociétés minières, de réduire nos coûts. Parce que comme vous le savez, aller prendre des marchandises à l'extérieur, ça génère beaucoup de coûts. Si on peut se fournir localement, c'est le bienvenu. Ça serait le bienvenu et comme l'a dit le précédent interlocuteur, c'est vraiment ça. Les mines, c'est le délai, le prix et la disponibilité. Et tant qu'on a ça, on n'a aucun problème vraiment à se fournir localement. Et M. Diallo l'a dit, on a CVC qui est là, qu'on essaie d'accompagner aussi et qui devient une championne, une Amazon du secteur. On a plein de success stories comme ça où nous, on essaie vraiment d'accompagner les Maliens. On a créé des forums pour ça, on a créé des salons où même la mine est prête à mettre de l'argent pour former les sociétés, effectivement à rehausser leur niveau, pour répondre aux standards internationaux. Et donc, de ce fait, j'aimerais rassurer les uns et les autres pour dire que les multinationales, comme on aime nous appeler, ne sont vraiment pas contre le contenu local, bien au contraire. Ce que les sociétés minières déplorent, c'est de ne pas créer des super commerçants. On veut que le pays s'industrialise et c'est ça qui est recherché. C'est pas prendre des commerçants qui vont aller prendre des produits ailleurs et mettre leur marge. C'est pas ce qui est souhaité. Les multinationales veulent créer de la valeur ajoutée en industrialisant le pays. À titre d'exemple, je sais que les Burkinabés le savent, la cimenterie burkinabé s'est développée à cause des mines.
On a essayé de faire la même chose ici. Malheureusement, ça n'a pas beaucoup marché. J'espère que ça va marcher dans le futur. Vous avez donc la parole, mesdames, messieurs, pour vos questions. Le maître a dit, en réalité, il y a 35 à 60% de la part de l'État dans les sociétés. Je pense que c'est des sociétés mixtes étatiques maliennes. Maintenant, est-ce que quand un universitaire vient aujourd'hui au Mali, quelle est réellement la part du contribuable du Mali, la part que la société donne au Mali, à l'État malien via la population malienne? C'est-à-dire, quand on regarde un peu le code minier, la part de l'État, en termes de dividendes, c'est 30%. Mais 5%, c'est-à-dire on dit 35%, mais 35% ça c'est pour le Mali. Mais 30% pour l'État et 5% pour les entreprises locales maliennes. Donc ils peuvent prendre ces 5% via la nouvelle société que l'État a créée. Donc les modalités seront définies dans le décret d'application. Je pense que ça, ce côté-là, c'est assez clair. Ça, c'est au niveau des dividendes. Bon, maintenant, par rapport aux gains du Mali, de l'État, parce que quand on dit l'État, les Maliens font partie. Donc, c'est le contenu local. Ça, c'est vraiment une nouvelle révolution dans ce nouveau code minier. Donc, c'est ce contenu local-là qui va permettre, mon confrère Djibril a essayé d'expliquer un peu sur le chiffre d'affaires, qui va permettre aux Maliens d'avoir le maximum sur le chiffre d'affaires des mines. Je vous explique, les mines font des achats, ils font des services. En moyenne, ce que les mines font en moyenne par mois, ça varie selon la taille des mines. C'est entre, si vous voulez, 5 milliards, je vais être un peu docile, 5 milliards à 14 milliards de chiffre d'affaires en moyenne par mois que les mines font, en termes d'achats et services. Donc, imaginez un tout petit peu, en termes d'achats et services de ce montant, que nos fournisseurs, nos prestataires, nos pharmaciens, comme le pharmacien a parlé un peu de ça, arrivent à capter les 70% de ce montant. Imagine un peu ce que ça va rehausser le niveau de vie des Maliens. Et derrière ces sociétés, le plan c'est quoi? Nous, association des commerçants et prestataires miniers, nous sommes en train de regrouper tous les fournisseurs, tous les prestataires dans cette association afin de préparer quelque chose de très grand pour nous protéger et faire en sorte que même ces sociétés-là, s'ils arrivent, par exemple, une société qui arrive à faire 500 millions, c'est un exemple de chiffre d'affaires, forcément, on va te dire il faut recruter tel nombre de personnes chez toi et il faut prendre tel nombre de stagiaires chez toi. Là, forcément, le Mali va gagner parce que ça va réduire le taux de chômage et ça va réduire également le taux au niveau des stages, surtout les nouveaux sortants de l'école. Bon, au-delà de ça également, on est en train de travailler pour créer des joint ventures avec des sociétés étrangères qui sont beaucoup plus avancées dans le secteur minier, telles que le Canada, l'Australie, les États-Unis, pour créer des joint ventures avec ces sociétés-là et des sociétés locales maliennes pour optimiser ou, si vous voulez, amorcer le transfert de compétences pour rejoindre un peu Cheikh Tianba, pour aller vers le transfert de compétences et l'industrialisation. Je vous donne juste un petit exemple technique. Exemple, si vous prenez par exemple 10 sociétés à la base de contenu local. Aujourd'hui, on est à achat-vente, oui. La majeure partie des sociétés maliennes font de l'achat-vente, ça il faut le dire. Il y a quelques-uns seulement qui excellent beaucoup plus dans d'autres choses. Bon, maintenant, l'objectif c'est quoi? Si tu prends 10 sociétés qui font de l'achat-vente, on va les cibler selon leurs chiffres d'affaires. Et au bout de 10 ans, il faut que 6 arrivent à aller vers l'industrialisation et vers des ateliers de montage et des ateliers de fabrication. Voilà en gros ce que l'ACPM visionne de faire, c'est-à-dire que dans les 10 ans à venir. Voilà, je pense que je vous remercie. Je pense que chacun va prendre un peu quelques éléments de réponse dans ce que je viens de dire. J'aimerais savoir, est-ce que la société minière, est-ce qu'au Mali, est-ce qu'ils font uniquement de l'extraction ou encore de la production? Il faut vraiment faire la différence entre les différents stades d'activité d'une société minière. La plupart du temps, la plupart de nos sociétés minières ne font grosso modo que de l'extraction, avec une semi-transformation. C'est que le minerai est nettoyé de toutes ses impuretés pour pouvoir être raffiné. Et justement,
Ça fait d'ailleurs partie d'un des objectifs du code, c'est de pousser à la création de raffineries locales pour que réellement on produise de l'or, notamment localement. Et pour tout ce qui est lithium et autres, là aussi, il y a tout un processus et des procédés de fabrication, de transformation pour lesquels les infrastructures doivent être mises en place. Je m'adresse d'abord au chef de la délégation du Burkinabé. Merci beaucoup ça nous honore vraiment de voir un pays frère chez nous pour participer à de tels événements d'une telle importance. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut voir à travers cette première motivation comme étant une action pour dire que le Mali et le Burkina sont en train de mutualiser les forces pour mettre en place des lois ou des codes pour le fonctionnement minier? Il faut vous rassurer, la collaboration n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a toujours eu donc une collaboration entre nos deux États et nos deux ministères souvent effectuent des missions. Voilà, vice-versa, que ce soit en venant ici pour nous inspirer toujours, en tout cas, de bonnes pratiques. Deuxième question, ça s'adresse à M. Tiyanba. Par rapport au nouveau code minier, vous avez dit que vous ne voyez pas ça d'un mauvais œil. Est-ce que les sociétés minières sont prêtes à l'application de ce code minier? Par rapport à la valorisation du contenu local, aujourd'hui, en termes de pourcentage, quel est l'apport réel des Resolute actuellement dans ce contexte-là? L'État a droit à 20% sur les dividendes. Ils prennent les impôts sur les sociétés, qui fait 30%. Déjà, ça fait 50%. Et les royalties font 6%. C'est-à-dire tout l'or qui est extrait, dès que tu extrais, c'est le chiffre d'affaires qui est impacté et ça prend 6%. Ce qui fait 56% déjà sans les autres taxes. Donc c'est pour dire que l'État n'est pas du tout perdant dans toute cette histoire, contrairement à ce que d'autres pensent. On estime à peu près la part de l'État à 65-70%, entre 60 et 70%. L'apport de Resolute, je vais donner des chiffres très clairs. Juste l'an passé, Siama a fait un chiffre d'affaires de 258 milliards et 189 milliards sont revenus au Mali en termes de fournisseurs et d'impôts. Donc c'est pour dire que ça représente pratiquement 80% du chiffre d'affaires. Troisièmement, monsieur l'avocat, quelles sont les insuffisances de ce nouveau code minier? Parce qu'on a vu que ça fait 2 ans, 3 ans, ce nouveau code minier a fait couler beaucoup d'encre. Quand je dis fait couler beaucoup d'encre, jusqu'au point où certaines sociétés minières ont fermé leurs portes. Le Mali ne délivre plus, on ne donne plus de permis d'exploitation ou de permis d'exploration. Toutes les recherches sont arrêtées presque. Selon vous, est-ce que ce code minier est profitable à l'État malien? Concernant les insuffisances du code minier, moi je dirais que la principale insuffisance, c'est le manque de décret d'application. Bon, ça ne fait pas 1 an que le code a été promulgué. Il a été promulgué en août de 2023. Et jusqu'à présent, on attend le décret d'application. Je pense que M. Kébé même en a parlé tout à l'heure. Et vous avez cité beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés dans le secteur qui ne sont pas inhérentes ou qui ne sont pas forcément liées au code minier. Ça fait partie de la conjoncture. Si vous avez des sociétés minières qui ont fermé parce que l'activité ou par exemple la société avait été mal gérée, l'arrêt de la délivrance des permis miniers est arrivé dans un certain contexte qui n'est pas lié lui aussi au code minier. Voilà. Merci à toutes. Merci à tous et à très bientôt.